L'invité du Grand Direct ce soir est un député français, Pierre Lellouche, député UNP. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes en visite en Israël. Vous arrivez dans un contexte intérieur et politiquement très tendu puisque ce soir a lieu une deuxième vague de libération de prisonniers palestiniens qui suscite toujours un grand débat ici. Votre point de vue à vous en tant que politicien français, c'est qu'Israël doit continuer cette cession d'accord et évidemment les implications avec ces libérations de prisonniers condamnés pour terrorisme? Je sais que c'est une décision évidemment très difficile à prendre parce que les gens qui sont concernés sont l'auteur d'actions graves, qu'un certain nombre de familles sont, j'ai vu les images, sont très choquées, les manifestations. En même temps, je suis convaincu que malgré tout ce qui se passe et à cause de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, avec les révolutions arabes, les grands changements géopolitiques que nous vivons, il y a une véritable fenêtre pour la solution enfin du problème israélo-palestinien qui commence à être compris comme il est, c'est-à-dire pas du tout comme le centre de gravité de l'ensemble de la planète, mais comme l'un des irritants du système. Je pense que le moment est venu de le régler. Et le processus qui a commencé en juillet prévoit, parmi les mesures de confiance, des libérations progressives de prisonniers palestiniens, en échange d'une sortie de crise dans quelques mois. Les négociations ont lieu, et je crois même qu'elles ont lieu aujourd'hui même. Les dossiers sont, je crois, parfaitement cernés par les deux parties. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que le moment est venu d'aboutir, qu'on peut aboutir, et que ce genre de décisions difficiles mais courageuses de la part du Premier ministre israélien sont nécessaires pour y arriver. Alors, vous vous êtes rendu, je crois, ce matin même à Gaza. La situation est quand même assez complexe côté palestinien, puisqu'il y a d'un côté l'autorité palestinienne qui négocie avec Israël, et puis de l'autre, le Hamas à Gaza qui continue de lancer des roquettes sur Israël. Est-ce que ça ne va pas, à votre avis, compliquer sérieusement ces négociations? Tout est compliqué. Il est clair que la situation à Gaza est très difficile. La division à l'intérieur des Palestiniens est un problème. Cela étant, encore une fois, je pense que ce qui est en train de se passer depuis un an ou deux dans le monde arabe ouvre vraiment une perspective de solution. Et j'allais dire que si les dirigeants palestiniens et israéliens arrivent à montrer le chemin, je crois qu'on aura fait vraiment quelque chose de très important pour cette région du monde aujourd'hui. Et je pense que ça aura le soutien non seulement des Européens, des Américains, mais aussi de l'ensemble du monde arabe. Beaucoup de chefs d'État arabes, j'en connais un certain nombre, comme on dit vulgairement, en ont marre de l'affaire israélo-palestinienne et demandent que ça se règle. Parce que vu de leur fenêtre, il y a bien d'autres problèmes. Mais il y a les problèmes internes dans beaucoup de pays arabes qui sont liés à la gouvernance. Il y a ce clivage nouveau et très important entre chiites et sunnites. Il y a les luttes d'influence entre les grandes puissances émergentes, à commencer par l'Iran, la Turquie et d'autres. Et les Arabes voudraient en finir avec cette affaire. Je pense que le peuple, la grande majorité du peuple israélien aussi, la grande majorité des Palestiniens aussi. Je pense que le moment est venu, voilà. Les problèmes sont tout à fait identifiés, la sécurité, les frontières, Jérusalem, l'affaire du droit du retour. Mais je pense que sur tous ces points, on doit pouvoir y arriver. Alors l'Europe se montre quand même assez critique souvent envers Israël et d'ailleurs n'est pas vraiment impliquée dans ce processus de négociation. Est-ce que vous le déplorez? Est-ce que vous trouvez que l'attitude des Européens Bien sûr que je le déplore, mais en même temps je note quand même qu'il y a un changement d'attitude en Europe. Par le fait même que le monde musulman connaît ces tensions très fortes qui sont liées au fond à la réconciliation du monde arabe avec la modernité, avec la gouvernance démocratique. C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'on peut être un pays arabe et entrer dans la modernité? Moi, je pense que oui. Et être une démocratie. Est-ce qu'on peut être musulman et être dans la modernité? Pourtant, les faits tentent à démontrer le contraire. Oui, mais les processus révolutionnaires, on en sait quelque chose en France, sont des processus longs. Il est difficile de passer de régimes autoritaires ou dictatoriaux à la démocratie magnifique en quelques mois. Il y aura donc des passages par des phases d'islamisme radical, de violence, jusqu'à ce que les choses se stabilisent.
ce contexte est en train d'ouvrir les yeux à un certain nombre de gens en Europe, y compris dans la rue, pas seulement les leaders. Il est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un en Europe qui va continuer à prétendre, comme on le disait il n'y a pas si longtemps, que l'alpha et l'oméga du monde, la mère de toutes les difficultés, tous les problèmes de sécurité du monde, c'est la relation entre Israël et son voisin. Comme l'avait dit à un palestinien. moment Laurent Fabius, le ministre des Affaires étrangères. Pas seulement lui, Ouais. Villepin avant lui et bien d'autres avant lui. Je crois que chacun a compris aujourd'hui que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une révolution géopolitique immense qu'on vit depuis depuis 25 ans, depuis la fin de la guerre froide. Ajoutez à cela la mondialisation, l'usure d'un certain nombre presque biologique, d'un certain nombre de régimes. Je pense à la Tunisie de Ben Ali, à Kadhafi, au régime syrien, au régime irakien. Bref, on est dans une transformation du monde arabe très intéressante. Quand vous voyez des femmes saoudiennes qui manifestent pour conduire, on a la mondialisation, on a des peuples arabes qui veulent vivre la modernité et qui, au fond, pourquoi pas, eux aussi ont droit à la démocratie. C'est ça qui se joue. Et encore une fois, je connais peu de gens aujourd'hui qui vont dire la faute à Israël. Non, l'armée française se bat au Mali, c'est pas à cause d'Israël, c'est à cause de Al-Qaïda, de bandes de trafiquants, de violences internes au Mali, de toutes sortes de questions qui, de la Mauritanie à la Somalie, font que la bande sahélienne est profondément travaillée en profondeur par des contradictions, par du terrorisme, qu'on retrouve la même chose au Maghreb, qu'on retrouve la même chose au Proche-Orient. Et dans cet environnement, force est de constater que s'il y a un pays qui est démocratique, qui est plutôt en bonne santé économique, là aussi, vu d'Europe, un pays qui a 4% de croissance, un taux de chômage faible, des records à l'exportation en matière de haute technologie, c'est pas si mal pour un pays qui, par ailleurs, doit consacrer 6 ou 7% de son budget à sa défense. Et pourtant, les entreprises françaises viennent peu en Israël. Alors, moi, je l'ai regretté. Hein. J'ai ouvert il y a 2 jours, hier matin, un colloque qui s'appelle Go for Europe, qui est organisé par des sociétés françaises, israéliennes. Il y avait un certain nombre de grands patrons français. J'ai regretté que le chiffre de pénétration de la France sur le marché israélien soit aussi modeste. On a un commerce franco-israélien un peu supérieur à 1 milliard d'euros. C'est rien du tout. On a un taux de pénétration de 2%, de 2,3%, 13e fournisseur d'Israël, alors que dans ce pays, il y a quand même énormément de ressources, notamment en matière d'innovation, de biotechnologie, de haute technologie. D'ailleurs, la coopération scientifique entre les universités françaises, les centres de recherche israéliens marche super bien. Ce qui ne suit pas, c'est l'appareil industriel français, mais j'ai été récemment encore ministre du Commerce extérieur et je peux vous dire hélas que nous souffrons d'un appareil industriel qui est insuffisamment tourné vers l'export. On a des grands groupes multinationaux, plus que d'autres en Europe, parce qu'on a une quarantaine qui, eux, ont une vraie politique étrangère, si j'ose dire, et qui sont très présents à l'international. Mais ce qu'on n'a pas, c'est un tissu de PME à l'allemande qui permettent de vendre des choses, beaucoup en grand nombre. Ce qui fait que le niveau du commerce français dans les émergents, et Israël fait partie des pays émergents, reste très modeste. Donc j'espère que ce qui a été commencé à faire sous Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire des journées de rencontres sur l'innovation, la recherche, l'industrie, qui vont avoir lieu d'ailleurs au mois de novembre, dans 15 jours. Je crois que le président Hollande va venir ici pour inaugurer cette journée de travail. Je crois que ça fait partie des choses qu'il faut faire et je pense qu'Israël a besoin aussi de faire un travail de relations publiques pour expliquer qu'au-delà des histoires sécuritaires, c'est surtout une success story sur le plan de la haute technologie. Il y a ici quelque chose qui doit inspirer beaucoup les gouvernements français et les industriels, c'est cette capacité qui a été démontrée ici de faire le lien entre la recherche fondamentale dans l'université, la science, la recherche appliquée, les start-up et la production industrielle. C'est ce qu'ont fait les Américains avec la Silicon Valley, mais qui est ici encore plus perfectionné, qui permet d'avoir des pépites au niveau international qui sont souvent rachetées par les États-Unis à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Donc voilà un modèle dans un pays comme la France où il y a beaucoup de talent en matière de recherche et de science. Voilà un modèle qui devrait nous inspirer, nous intéresser. Donc problème d'image d'Israël qui doit modifier peut-être la perception qu'on en a en France ou en Europe. Oui, disons qu'il y a encore des scories des années difficiles liées à l'intifada, liées
à l'image qui a complètement tourné dans la tête de toute une génération d'Européens après la guerre de 73, où la victime de la Shoah, Israël, l'État pionnier qui avait reconstruit un foyer national juif, est devenu à son tour un bourreau. Et c'est pour ça que l'accord de paix avec les Palestiniens, à mon avis, est absolument indispensable. Un changement radical de l'image, à une entrée de plein pied d'Israël comme un État parfaitement normal, qui réussit dans la mondialisation et qui appartient au groupe des pays les plus avancés. Voilà, et qui est en même temps complètement intégré dans sa région. Alors la région, justement, vous avez évoqué tout à l'heure effectivement ces mouvements qui ont lieu actuellement dans les pays arabes. L'Égypte, on l'a vu avec ce qui s'est passé cet été. La Syrie, la France était à la pointe avec les États-Unis d'une possible frappe militaire. Finalement, ça n'a pas eu lieu. On a l'impression qu'aujourd'hui, Bachar el-Assad fait figure de bon élève. Il a livré apparemment ses sites d'armes chimiques. Est-ce que vous pensez que les Russes ont eu raison finalement d'insister pour qu'il n'y ait pas de... Non seulement je pense, mais j'ai écrit, et on va encore me reprocher de dire du mal... depuis un pays étranger, mais j'ai écrit ce que je pense depuis le début de cette affaire. Savoir que j'ai pensé que le président Hollande s'était avancé de façon assez imprudente en disant je vais punir la Syrie, en pensant qu'il accompagnerait, qu'il serait suivi par les anglo-saxons. Puis il y a eu le changement de pied du Parlement britannique qui a refusé d'aller en guerre. Puis la sortie d'Obama dès qu'il l'a pu, dès que les soviétiques, enfin les Russes lui ont proposé de sortir par une formule de négociation avec el-Assad. L'Amérique n'est plus allée, n'a pas voulu aller en guerre, et Hollande s'est trouvé un petit peu à l'extérieur, out in the cold, comme disent les Américains, même pas invité d'ailleurs à la table des négociations russo-américaines sur le désarmement chimique en Syrie. C'est pas un épisode glorieux de la diplomatie française. Et quand vous pensez que 3 semaines après, il y a eu l'histoire des écoutes infligé par les mêmes Américains, où on s'aperçoit qu'on a été écouté 70 millions de conversations en un mois, ça fait beaucoup de rebuffades pour... Mais est-ce que vous pensez que, comme les Américains l'ont dit, tout le monde le fait finalement, l'espionnage, chaque État espionne même ses alliés? Ça, tout le monde le fait, oui. Ouais. Bien sûr nous aussi on le fait. Israël le fait, tout le monde le fait. Simplement, entre pays alliés, il y a quand même un code de bonne conduite à tenir. Il ne faut pas que la lutte contre le terrorisme serve à voler des secrets industriels, à aider à une négociation commerciale. Tout ça se passe au moment où l'Europe, comme vous le savez, commence une négociation commerciale extrêmement importante avec les États-Unis pour libéraliser les frontières, trouver d'autres façons d'accélérer les échanges. Alors évidemment, si vous avez accès aux positions adverses dans la négociation secteur par secteur, ça fausse un petit peu la discussion. Donc, et il n'y aura pas de suite? Ça ne va pas ombrager la relation entre Paris et Washington, où il faudrait justement marquer le coup, à votre avis? Je pense que ce qu'il faudrait obtenir au minimum quand même des Américains, c'est d'abord de savoir qui a été écouté, même si on ne le révèle pas partout au grand public, au moins que les chefs d'État sachent quelle est l'étendue des écoutes dont ils ont été victimes, eux et leur gouvernement. Et deuxièmement, que pour la suite, il y a un code de conduite. Cela dit, il ne faut pas avoir non plus d'illusions. L'espionnage continuera. Et d'ailleurs, nous sommes espionnés aussi par d'autres puissances qui n'ont pas toutes nos amis. Je peux vous assurer, puisque moi j'étais au gouvernement, j'ai été, mes collègues aussi d'ailleurs, comme on dit, pénétrés, et mon cabinet également, par une puissance qui n'était pas alliée de la France. Alors il nous reste 2 petites minutes pour évoquer quand même la situation en France, parce que c'est une situation qui mérite un petit commentaire. Un gouvernement qui est au plus bas dans les sondages et qui recule sur beaucoup de dossiers parce qu'il y a une sorte de fronde fiscale qui s'élève. Est-ce que c'est à votre avis une situation de crise qui paraît... Écoutez, il y a quelques mois j'avais parlé de crise de régime et je crois qu'on y est. De mémoire de sondeur, en tout cas c'est ce qu'on me dit, il n'y a pas eu de président de la République plus bas que François Hollande depuis que les sondages ont été mesurés sous la Ve République. Voilà. Par ailleurs, on a maintenant un gouvernement qui recule sans arrêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de crédibilité. Ça veut dire qu'à la prochaine mesure, il y aura d'autres manifs, et qu'à la suite de manifs, on attend que le gouvernement recule. Donc, plus de crédibilité. En même temps, pas d'appétence ni pour le président, ni pour sa politique, que les Français n'arrivent pas à discerner, à lire, puisqu'elle ne cesse d'osciller au fil des semaines, au fil, comme disent les communicants, de séquences. On enchaîne des séquences, mais on ne voit pas le bout.
l'histoire du renversement de la courbe du chômage est une mauvaise plaisanterie, une triste plaisanterie, parce que le taux de croissance n'augmentant pas, surtout pas avec ce matraquage d'impôts et l'augmentation de la dépense publique, vous ne pouvez pas produire de croissance. Ce que vous produisez, c'est une croissance extrêmement faible qui ne peut pas produire d'emploi. Donc tout ça, malheureusement, est en train de conduire la France à une situation d'impasse, à la fois économique et politique, qui personnellement m'inquiète et qui ne me fait pas du tout plaisir. Pour l'instant, comme beaucoup de Français, j'en vois pas la sortie. C'est-à-dire, je vois pas le président prendre les bonnes mesures économiques qui seraient de nature à relancer la machine, et je ne vois pas les solutions politiques. Merci beaucoup Pierre Lellouche. Un nom pour l'UMP, prochaine présidentielle, Fillon, Sarkozy, François Fillon. Merci beaucoup, c'est le mot de la fin. Merci Pierre Lellouche, député, d'avoir été l'invité d'I24 News.